Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui en Norvège. Non pas pour une histoire, mais bien pour deux. L'une et l'autre sont déjà bien étranges, mais les deux réunis forment un épais mystère. Ont-elles un lien ou non? À vous de vous faire votre propre opinion. Isdal ou Isdalen, qui veut dire en français la vallée des glaces, est très proche de la ville de Bergen. On la surnomme également la vallée de la mort, à cause de nombreux accidents de randonnée et de nombreux suicides qui s'y sont produits. Le 29 novembre 1970, une fillette de 12 ans en promenade avec son papa et sa petite sœur découvre un corps calciné parmi les rochers. Paniquée, la famille doit faire un long chemin pour prévenir les secours. Bien sûr, à l'époque, pas de portable. De plus, la petite famille avait très peur à l'idée qu'un éventuel tueur rôde toujours dans les parages. Karl Lavor Haas, 31 ans au moment des faits, est chargé de l'enquête. L'accès au corps est compliqué pour les équipes d'enquêteurs car il se trouve parmi des rochers. Il s'agit du corps d'une femme. Elle est en position dite du boxeur, c'est-à-dire qu'elle a les bras relevés et les coudes repliés comme un boxeur en position de défense avec les poings levés devant son visage. C'est une position qu'on retrouve fréquemment chez les personnes qui sont exposées au feu. Parmi les rochers se trouvent des objets personnels de l'inconnu, du moins ce qu'il en reste. Il y a des vêtements, un sac à main, un parapluie, un châle bleu à carreaux, une pochette plastique comme celle où on glisse les passeports, qui est en partie brûlée, 2 bouteilles en plastique fondu en partie dont le fond a été gratté, une bouteille d'alcool norvégien, Kloster Liqueur, et une paire de bottes en caoutchouc bleu. Sur une pierre se trouvait un pull en laine. Il y avait également une tasse et une cuillère en argent avec un monogramme qui a été gratté. Il y avait des restes de pain et de papier brûlés. Est-ce que ces papiers provenaient du passeport? Il y avait également une boîte d'allumettes provenant d'un sex shop. Lors du retrait du corps, les enquêteurs ont découvert une montre en acier et simili-cuir noir, une bague et une paire de boucles d'oreilles près des genoux de la victime. Sous ses fesses, il y avait un chapeau en fourrure qui sentait le pétrole. Avant toute chose, les enquêteurs vont essayer d'identifier la victime et découvrir les causes du décès. L'inconnu sera autopsié par le légiste Johan Christopher Gidsen. Selon ses conclusions, le décès est dû à une intoxication au monoxyde de carbone, aux brûlures, mais également à un produit toxique qui était dans son sang. Il y a de la suie dans ses poumons et une ecchymose à la base de son cou. Dans le sang, il y avait une petite quantité d'alcool et 4 mg de gardénal. Le gardénal s'appelle phénémal en Norvège. Le gardénal, qui est constitué de phénobarbital, fait partie des médicaments anticonvulsivants, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés dans une certaine forme d'épilepsie, mais également contre l'anxiété. Il y avait 50 à 70 comprimés dans son estomac non dissous. Selon l'emplacement des brûlures, elle devait être assise et penchée en avant lors du départ de l'incendie. La mâchoire et les dents ont été étudiées à fin d'identification. Elle avait reçu des soins dentaires avec de la porcelaine et 10 couronnes en or. Elle avait en plus de ça les dents du bonheur. Ces soins ont probablement été pratiqués en Europe. Le décès est officiellement classé comme un suicide. Le 2 décembre, 2 valises sont trouvées dans une consigne de la gare NSB de Bergen. Elles avaient été déposées le 23 novembre. À l'intérieur, il y avait des vêtements, des perruques, des cosmétiques et des chaussures, ainsi que de la crème contre l'eczéma, dont on avait retiré l'étiquette avec le nom du médecin, et une image de la Madone. Il y avait aussi de l'argent provenant de différents pays, Belgique, Allemagne, Norvège et Suisse. Il y avait aussi une carte avec 5 noms de gares, le long de la ligne de Bergen. Des lunettes de soleil et des lunettes sans correction brisées, un bloc-notes avec des messages codés,
des cartes postales et le journal Dagbladet du 21 novembre. Il y avait également des cuillères en argent avec un monogramme gratté. Et pour finir, il y avait un sac provenant d'un magasin de chaussures d'Oscar Rodvet de la ville de Stavanger. La police va se rendre dans ce magasin et interroger le vendeur, Rolf Rodvet, fils du propriétaire, qui s'est occupé de l'inconnu. C'est là qu'elle a acheté ses fameuses bottes en caoutchouc bleu. Il se souvient d'une femme habillée à la mode italienne, provocante, et surtout qu'elle sentait l'ail. L'ail était très peu utilisé à l'époque en Norvège. Sur les lunettes de soleil, les techniciens vont trouver les empreintes digitales, qui sont bien celles de l'inconnu. Les enquêteurs vont retrouver sa trace à l'hôtel Saint-Svitsun, où elle est enregistrée sous le nom de Finella Lorck et déclare venir de Belgique. La police pense avoir bouclé l'enquête, mais il s'agit en fait d'une fausse identité. Aidés d'un portrait robot et des empreintes, les enquêteurs contactent Interpol, mais sans succès. Le message que l'inconnu avait sur son bloc-notes est déchiffré en 3 jours. Il s'agit d'un itinéraire. Tous ces déplacements y sont consignés pour la Norvège et l'Europe. Il constate que la jeune femme a logé dans plusieurs hôtels à travers le pays, sous 8 identités et avec 8 passeports différents. Elle disait s'appeler Geneviève Lancier, Claudia Tilt, Vera Skolsenek, Claudia Nielsen, Alexia Zarna Merkez, Vera Jarl, Finella Lorck et Elisabeth Lenauer. Ils ont également retrouvé sa trace dans un hôtel de Paris, sous l'identité de Vera Sklosenek. D'après les témoins qui l'ont vue dans ces hôtels, elle disait être belge, être antiquaire ou vendeuse itinérante ou secrétaire. Elle parlait plusieurs langues. Le français, le flamand, l'allemand et l'anglais, mais moins bien. Certains l'ont vue parler avec un homme en allemand. Elle semblait stressée et paranoïaque. Elle changeait la disposition des meubles dans sa chambre et demandait même parfois de changer de chambre. Elle refusait d'office celle qui avait un balcon ou un vis-à-vis. Presque tous les témoins se souviennent de cette forte odeur d'ail. Selon la clinique Mayo, qui est une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine de réputation mondiale, une personne très stressée produit une sueur grasse qui attire un certain type de bactéries pouvant donner une odeur aillée. Je ne sais pas si c'est l'explication, mais voilà, c'est une théorie intéressante. Le dernier hôtel où elle a séjourné avant son décès, entre le 19 et 23 novembre, est l'hôtel Ordaemen. Elle était très stressée et déplaçait les meubles jusque dans le couloir. Le 23 novembre, elle est allée en taxi pour enregistrer ses bagages à la gare de Bergen. Selon le chauffeur de taxi, un homme l'aurait rejointe. Personne ne sait ce qui s'est passé après. Vers midi, toujours le 23 novembre, un ouvrier, un forestier, un cycliste et un militaire qui se trouvaient dans les environs de la vallée d'Isdal ont aperçu de la fumée. Ils n'ont bien sûr pas pensé à un drame. Ces témoignages signifieraient qu'elle serait décédée plusieurs jours avant la découverte du corps. Un pompier qui se baladait déclare avoir vu un homme entre 30 et 40 ans sortir de la vallée. Mais l'enquête ne va pas plus loin, car, souvenez-vous, il s'agit d'un suicide. Le 5 février 1971, elle est enterrée dans le cimetière Mollendal à Bergen. Les enquêteurs ont déduit qu'elle était catholique. Ses pseudonymes étaient des prénoms de saints ainsi que les faux noms de rue qu'elle donnait. Il y a également l'image de la Madone dans ses bagages et l'alcool norvégien Kloster, qui est un alcool fabriqué dans une abbaye. Son corps est placé dans un cercueil en zinc afin d'éviter la décomposition. Cela pourrait être utile si on découvrait son identité plus tard. Les échantillons d'organes sont conservés ainsi que les mâchoires. Beaucoup de policiers de l'époque doutent de la thèse du suicide. Denis Zacher-Ask, le fils de l'enquêteur principal, va d'ailleurs sortir un livre sur cette histoire en 2018. Il n'est malheureusement pas traduit en français pour le moment.
Le phénobarbital est utilisé autant pour l'épilepsie que l'anxiété. Si l'inconnue souffrait d'épilepsie, ça pourrait expliquer le fait qu'elle dégageait les meubles de ses chambres afin de ne pas se blesser en cas de crise. Une de ces crises pourrait expliquer l'ecchymose au cou. Elle peut en avoir eu assez de cette maladie et vouloir en finir. Mais alors pourquoi tous ces mystères? Si elle souffrait d'une paranoïa, cela expliquerait toutes ces fausses identités et cette fuite perpétuelle. Elle aurait pu ne plus supporter cette vie. L'inconnu décide d'aller faire un pique-nique dans la vallée d'Isdal. Les crises d'épilepsie peuvent être précédées d'une aura. Si elle a senti une aura, la peur de faire une crise dans ce lieu isolé et difficile d'accès a pu lui faire prendre plus de cachets qu'elle n'aurait dû. Somnolente, elle se serait trop approchée du feu. Et n'oubliez pas qu'elle utilisait une crème contre l'eczéma. Cette crème contenait de la paraffine, et la paraffine permet un enflammement plus rapide. À l'époque, la police s'est intéressée à un photographe italien. Une des cartes postales trouvées dans la valise de l'inconnu était tirée d'une de ses photos. Et des témoins les avaient vus ensemble. Il avait rencontré l'inconnu par hasard dans un des hôtels où ils étaient descendus tous les deux. Ils avaient dîné ensemble et il lui avait donné cette carte. Mais selon lui, rien de plus, il ne l'a plus revue après. Une des questions qui se posent, c'est d'où venait son argent pour voyager. Est-ce qu'elle était une terroriste, une escorte de luxe? N'oubliez pas la boîte d'allumettes du sex shop. Et il y a bien sûr la thèse de l'espionnage, la plus plausible selon beaucoup. L'inconnu ayant plusieurs passeports, parlant plusieurs langues et en plusieurs devises différentes, et qui a retiré les étiquettes de ses vêtements et gratté tous les objets ayant des marques identifiables, ça laisse songeur. De plus, plusieurs témoins ont vu l'inconnu sur des lieux où l'armée testait des prototypes de missiles top secrets, les Pingouis. Les Russes et le Mossad étaient très présents dans les parages à cette époque. Elle aurait été assassinée soit par son propre camp, car elle en savait trop sur des choses qu'elle n'aurait pas dû, ou parce qu'elle voulait arrêter tout, ou bien un camp adverse qui se serait débarrassé d'elle. Il existe aussi une théorie selon laquelle elle aurait été une chasseuse de nazis. En tout cas, l'affaire, s'il y en a une, a été prescrite en 1995. Début des années 2000, un randonneur vient témoigner. Il dit avoir croisé l'inconnue dans la vallée. Elle avait l'air effrayée et était suivie par 2 hommes en noir de type méditerranéen en tenue de ville. Ce randonneur a été interrogé à l'époque par la police après la découverte du corps. Il aurait immédiatement reconnu le portrait robot que les policiers lui ont montré. L'un des policiers lui aurait ensuite déclaré « Oubliez-la, l'affaire ne sera jamais résolue, elle a été dispatchée ». C'est assez troublant car le terme « dispatché » est utilisé dans les services secrets pour dire « liquidé ». En 2016, l'affaire est reprise par le média norvégien NRK. De nouveaux portraits robots sont réalisés grâce aux témoignages de l'époque et aux photos du corps. Des analyses de la mâchoire sont effectuées grâce à l'avancée des techniques ADN. Celles-ci révèlent que l'inconnue était plus âgée que ce qu'elle disait. Elle serait née vers 1930. Elle se rajeunissait grâce aux perruques, cosmétiques et vêtements qu'elle choisissait avec soin. Elle est probablement originaire d'Allemagne, du côté de Nuremberg, et aurait déménagé en France dans son enfance. L'étude de son écriture suggère qu'elle a reçu une éducation belge ou française. Les tests ADN excluent tout héritage juif, ce qui éloigne la piste du Mossad. Plus tard, suite à cette relance de l'enquête, un Forbackois va déclarer reconnaître cette femme. Il l'aurait rencontrée dans un bar en 1970 et ils se seraient fréquentés pendant 2 ou 3 semaines. C'était une touriste qui logeait chez des amis. C'était toujours elle qui lui disait où et quand aurait lieu leur rendez-vous. Elle refusait de parler de son métier et de sa vie en général. Quand ils étaient à l'appartement où était logée la jeune femme, elle recevait des coups de téléphone et s'isolait dans une chambre. Elle semblait connaître l'heure précise à laquelle elle allait recevoir ses coups de fil. Elle mettait la musique très fort pour qu'on n'entende rien de la conversation. Mais notre ami Forbackois collait l'oreille à la porte pour écouter.
Il entendait une voix d'homme, mais ne comprenait rien, car celui-ci parlait dans une langue étrangère. Il avait également fouillé les 2 valises de la jeune femme et avait découvert des perruques et des vêtements colorés. Il possède une photo d'elle, mais ne se souvient plus de son nom. À moins d'un miracle, cette affaire restera une énigme. Mais une énigme peut en cacher une autre. Le mercredi 31 mai 1995, Jennifer Fairgate téléphone au Radisson Blu Hotel d'Oslo afin de s'enregistrer pour ce jour. C'est un très bel hôtel de luxe où séjournent des personnalités telles que des stars ou des rois. Elle précise qu'elle sera accompagnée d'un homme, Lois Fairgate. Elle arrive le même jour dans sa chambre, la chambre 2805, à 22h44. Elle en ressort à minuit 34 et ne revient que le vendredi à 8h50. Elle accroche le panneau « Ne pas déranger » à la porte. Le samedi 3 juin, à 19h30, l'employé de la réception se rend compte qu'il y a un souci avec la carte de crédit du couple de la chambre 2805. Le problème, c'est tout simplement qu'il n'y a aucune empreinte de la carte de crédit. De plus, le panneau « Ne pas déranger » présent depuis plusieurs jours et le fait que la chambre n'a plus été nettoyée après le jeudi intrigue l'agent de la sécurité de l'hôtel, Espan Naas. Il se rend donc à la chambre en question. Il frappe à la porte à 19h40 et entend un bruit sourd à l'intérieur. Il réalise qu'il s'agit d'un coup de feu et se cache dans une alcôve de peur de voir sortir un tueur armé de la chambre. Comme rien ne bouge, il descend prévenir le chef de la sécurité et la police. Le chef de sécurité va entrer dans la chambre à 20h05 grâce à son passe. La pièce est sombre, mais il aperçoit une forme sur le lit. Il appelle la femme mais n'obtient aucune réponse. Il s'approche et constate que la femme sur le lit est décédée. Il y a une très forte odeur de poudre et de sang. Il sort de la chambre et attend la police qui arrive 50 minutes plus tard. Les policiers constatent que Jennifer Fairgate a reçu une balle dans le front. Elle est entièrement habillée de noir et porte des chaussures à talons comme pour sortir. Elle porte également une montre noire avec l'arrière gravé. Une autre balle se trouve dans un oreiller comme si elle avait fait un tir d'essai avant le coup fatal. L'arme se trouve dans la main de la victime. La chambre est fermée à double tour. Une fenêtre est ouverte, mais la chambre se situe au 28e étage de l'hôtel. Voilà. Un suicide, affaire classée. Sauf que... La police va donc devoir prévenir les proches de Jennifer de son suicide. Pour ce faire, ils regardent le registre de l'hôtel. Jennifer vient de Belgique, habite la rue de la Station 148 à 7968 Verlaine et elle a 21 ans. Elle travaille pour la société Service. Sauf que tout est faux. Le nom, l'adresse et son emploi. Elle devait pourtant avoir un lien avec la Belgique car elle a essayé de téléphoner à 2 numéros belges de sa chambre. Elle s'est trompée en les composant, ce qui est dommage car cela aurait permis de l'identifier. Ces appels, d'après les préfixes, indiquaient la région de Liège et la région de Grasse-Sologne. Le village de Verlaine existe vraiment, mais personne ne la reconnaît là-bas. Comment connaissait-elle ce village qui est tout petit? Le nom de rue qu'elle donne existe également, mais le numéro pas. Elle n'a également pas donné le bon code postal. Comment cette jeune femme a réussi à s'inscrire dans un hôtel 5 étoiles où les chambres coûtent une fortune et qui est très sécurisé, sans montrer ni ses papiers ni sa carte de crédit? La police va inspecter ses affaires. Elle avait beaucoup de vêtements pour le haut du corps, mais presque rien pour le bas. Toutes les étiquettes de ses vêtements ont été découpées. Ses affaires de toilette ont disparu. Pas de sac à main, aucune pièce d'identité, pas d'argent, pas de portefeuille ni de carte de crédit, pas de passeport, alors que c'est impossible d'entrer en Norvège sans passeport. Par contre, il y avait une bouteille de parfum Ungaro pour homme vide. La valise sur roulette qu'elle avait à son arrivée a disparu. Les seuls bagages dans la chambre sont un sac bleu et une mallette contenant 25 cartouches de 9 mm. Quant au suicide, il est étrange également. L'arme utilisée est un Browning FN 9 mm. C'est une arme fabriquée à Herstal en Belgique entre 1991 et 1992. Le numéro de série a été en partie effacé à l'acide de façon professionnelle. La manière dont Jennifer tenait l'arme est aussi bizarre.
son pouce est sur la détente au lieu de son index, et les autres doigts de l'autre côté de la crosse. Elle le tenait vraiment à l'envers. Sa main est paisiblement posée sur son torse, ce qui est difficile à expliquer car le recul de l'arme lors du tir aurait dû propulser son bras plus loin et l'arme aurait dû lui sauter des mains. Il y a des éclaboussures de sang absolument partout. Les murs, le plafond, mais rien sur sa main. Autre fait étrange, sur sa main qui a tiré, il n'y a aucune trace de poudre non plus. Les enquêteurs se tournent vers Interpol pour l'identification de Jennifer. Ses empreintes digitales ne sont pas connues, il n'y a aucune correspondance dentaire. Un portrait robot est réalisé mais sans résultat. Une photo de son visage est également diffusée, mais rien. Inutile de vous préciser que le fameux Lois Fairgate est totalement inconnu. L'autopsie a révélé qu'elle était plus âgée que ce qu'elle avait déclaré. Plutôt 30 ans que 21. Elle a reçu des soins dentaires de qualité, probablement réalisés en Europe. Il n'y a pas d'alcool dans son sang, mais aucune analyse toxicologique n'a été faite. Pas de prélèvement sous ses ongles non plus. Selon les témoins, elle parlait anglais et allemand avec un accent d'Allemagne de l'Est. La police a gardé son corps pendant 1 an en espérant qu'elle soit identifiée, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Le 26 juin 1996, elle est enterrée dans une tombe anonyme au cimetière Vestre Gravenlund. Toutes les preuves ont été détruites 1 an après son enterrement. Son corps a été exhumé en 2016 afin de réaliser de nouvelles analyses ADN. Celles-ci montrent qu'elle était originaire d'Europe et comme elle parlait allemand avec un accent d'Allemagne de l'Est, elle provenait probablement d'Allemagne. Quant à son âge, elle aurait eu 24 ans au moment de son décès, contrairement à ce qui a été dit à l'autopsie. Le suicide est la théorie privilégiée, car elle était seule dans sa chambre fermée à clé. La chambre se trouvant au 28e étage, il paraît difficile pour quelqu'un d'entrer ou de sortir. Les 2 cartes permettant d'entrer dans la chambre se trouvaient à l'intérieur. Certaines personnes pensent que cette femme a entendu parler de l'inconnu d'Isdale et a voulu se suicider de façon similaire. Elle était peut-être dépressive et voulait en finir seule, sans que sa famille ne soit au courant. La bouteille de parfum pour homme vide était-elle un souvenir d'un amour perdu? Mais alors, si elle a voulu imiter la femme d'Isdale, pourquoi dans une chambre d'hôtel et par arme à feu? Et pourquoi elle avait 25 balles dans sa mallette? Pas besoin d'autant pour se suicider. Et pourquoi personne n'a entendu les 2 coups de feu? N'oubliez pas, l'homme de la sécurité a entendu un coup de feu, mais on a retrouvé un orifice de balle sur la victime et un dans un oreiller. Ce qui va dans le sens de cette théorie, c'est le manque de traces de sang et de poudre sur les mains de la victime. L'employé de la sécurité de l'hôtel a laissé la chambre sans surveillance pendant 15 minutes. Quelqu'un aurait pu sortir sans être vu. Mais avec quelle clé? Qui aurait pu lui en vouloir? Était-elle un agent des renseignements? Une tueuse venue exécuter un contrat? Avait-elle fui un mari violent? Un certain monsieur F a une attitude étrange. Il était belge et venait à Oslo pour son travail. Les journalistes l'ont interrogé pour savoir s'il avait quelque chose à dire à propos de la victime, vu qu'il logeait dans la chambre 2804. Il répondra qu'il n'a rien entendu, car il avait bien dormi cette nuit-là. Or, selon les registres, il avait quitté l'hôtel le matin avant le suicide. Il a refusé ensuite de répondre à toute autre question. 2 femmes qui se disaient belges, qui sont allées en Norvège sous un faux nom, qui ont retiré de leurs vêtements et objets leur appartenant tout ce qui pouvait permettre de les identifier, et qui se sont, soi-disant, suicidées. 2 femmes que, malgré la médiatisation, personne n'a reconnues. Elles avaient sûrement une famille, des amis, des petits amis ou ex, des amis d'enfance, des voisins. Pourquoi personne ne s'est manifesté? Un épisode des enquêtes extraordinaires sur Netflix est consacré à Jennifer Fairgate. C'est le 2e épisode de la saison 2 et il s'intitule « Mort à Oslo ». Un quart de siècle éloigne la mort de ces 2 femmes, mais le mystère qu'elles suscitent les rapproche pour toujours. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.